Alors les accords mets et vins, c'est clairement un sujet qui est passionnant, qui est très vaste. Et si vous creusez un petit peu ce domaine, vous allez voir qu'il existe quelques règles pour bien construire un accord mets et vins, mais qu'il y a une règle qui est très importante, et que cette règle, c'est qu'il faut aussi enfreindre les règles. Alors pourquoi il faut enfreindre les règles qu'on apprend autour des accords mets et vins? C'est parce que l'accord mets et vins, ça consiste à créer une harmonie entre un plat et un vin, et que cette harmonie, il faut pouvoir la juger au moment de la dégustation, et que ce jugement, finalement, est subjectif, parce qu'il y a certains accords mets et vins qui vont plaire à certaines personnes, et d'autres qui vont pas du tout plaire à d'autres personnes. Voilà, il y a des gens qui aiment l'acidité dans les vins, d'autres qui aiment les tanins, d'autres qui supportent pas, dès qu'il y a des tanins qui sont très marqués, qui assèchent la bouche. Donc chacun a des perceptions différentes des vins qu'on déguste, et chaque personne a une perception différente aussi des plats qu'elle va déguster. Donc c'est pour ça que le thème même de l'accord mets et vin, ça a une part de subjectivité. Donc c'est important, c'est même essentiel de connaître les règles, de voir un peu comment ça fonctionne, pour pouvoir mieux les enfreindre. Et la dernière fois, lors d'un cours du Coam, on m'avait posé la question: qu'est-ce que tu mettrais sur une viande? Alors c'est une question très générique, donc j'ai fait une réponse que aiment beaucoup faire les formateurs, c'est la réponse: ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend de quel type de viande, ça dépend du mode de cuisson, ça dépend de l'accompagnement, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Et ça m'a donné en tout cas l'idée de vous refaire ce petit podcast. Je l'avais déjà parlé sur une publication il y a quelques temps sur le vin pas à pas. Donc là, je vais vous donner toutes les petites règles en fait à avoir en tête au moment où vous voulez servir un vin en accompagnement d'une viande. Et là, je dirais qu'il y a trois étapes ou trois choses à prendre en compte. D'une part, l'intensité, enfin l'équilibre des intensités. Alors je vais le développer juste après. L'équilibre des intensités. D'autre part, prendre en compte la cuisson. Et d'autre part, prendre en compte l'accompagnement. Donc voilà, ça fait 3 points. Intensité, cuisson, accompagnement. Donc je vais vous développer en quelques minutes à chacun de ces points. Et vous allez voir que ça va être peut-être plus facile, en tout cas j'espère. C'est le but aussi de créer un accord entre une viande et un vin. Première chose, donc qu'est-ce que c'est que respecter les intensités? Alors en quelques mots, ça veut dire simplement que derrière un plat léger, il faut mettre un vin léger, et que derrière un plat puissant, il faut mettre un vin puissant. Oui, c'est tout bête, hein. Alors là, comme on parle du cas particulier des viandes, il faut savoir qu'au sein des viandes, on a différents niveaux d'intensité. Par exemple, si je vous donne du blanc de poulet, ça va pas avoir la même intensité que du mouton. Ça va être beaucoup plus léger, plus délicat. Donc en gros, ça veut dire que mon blanc de poulet, en face, il faut que je mette un vin léger. Alors là, je le mets entre guillemets, c'est simplement pour vous donner l'idée du raisonnement. Alors qu'en face du mouton, je vais mettre là aussi entre guillemets un vin puissant. Alors, comme on parle d'intensité, il faut savoir qu'on peut donc hiérarchiser les vins en fonction de leur puissance, en fonction de leur intensité, du vin le plus léger au vin le plus puissant. Donc à la base, les vins les plus légers, c'est-à-dire ceux qui sont le moins persistants en bouche, qui vont le moins saturer vos papilles, ça va être de manière générale les blancs secs, c'est-à-dire les blancs qui n'ont pas de sucre. Alors je mettrai même aussi les effervescents, donc on va dire les créments, les champagnes, les blancs secs. Ensuite, les vins qui vont être un petit peu plus puissants, ça va être encore dans les blancs, mais les blancs qui vont être plus corsés. Ensuite, toujours en montant en hiérarchie, en hiérarchisation d'intensité, bon, c'est un petit peu lourd comme expression, mais voilà, en allant du plus faible au plus fort, on va passer au rouge. On va d'abord avoir les rouges les plus légers, ensuite les rouges les plus puissants. Et à la fin, en termes de plus forte intensité dans les vins dégustés, on va avoir les vins avec du sucre, donc les moelleux et les liquoreux. Donc ça, c'est le niveau d'intensité des vins qu'on peut hiérarchiser de la manière suivante, de la base au plus fort. Donc la base, c'est les champagnes et les créments et les blancs secs. Ensuite, les blancs corsés. Ensuite, les rouges, donc d'abord les rouges légers, puis les rouges puissants. Et à la fin, les moelleux et les liquoreux. Ça, c'est l'échelle d'intensité des vins. Et de la même manière que j'ai une échelle d'intensité des vins, je peux dresser une échelle d'intensité des mets. Alors de manière très simple et très schématique, j'aurai à la base toutes les entrées, les fruits de mer, crustacés, les poissons. Alors au sein des poissons, on a différents degrés d'intensité, mais c'est aussi pour vous montrer la grande répartition des poissons. Ensuite, les viandes, et à la fin, les desserts, ce qui est sucré. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on construit un accord mets-vin, on cherche à créer un équilibre entre l'intensité des vins et l'intensité des mets. Or, dans le cas particulier qui nous intéresse, comme on parle des viandes,
qui ont donc une certaine intensité, on va tout de suite se porter sur sur les vins avec une certaine intensité également. Ce qui va faire qu'on va regarder du côté des vins qui vont des blancs corsés aux rouges puissants. Vous voyez, en fait, j'ai supprimé une partie des vins, donc j'ai supprimé les vins les plus légers et les vins les plus puissants, pour voir tout ce qui concerne les viandes. C'est-à-dire que les champagnes, les créments et les blancs secs, je les ai pas du tout pris en compte pour construire un accord avec mes viandes, et de la même manière, les vins liquoreux, les moelleux, je les prends pas non plus en compte, parce que je considère que ce sont des vins trop puissants, et qui vont, de manière générale, pas faire de bons accords avec les viandes. Alors bon, je fais une parenthèse, c'est une généralité que je vous donne, parce qu'on peut faire des accords avec des blancs secs et avoir des choses qui nous surprennent, et de la même manière, on peut faire des accords de certaines viandes avec des vins liquoreux, et faire des choses qui soient très cohérentes. Mais là, mon but, c'est de vous donner des repères et des grandes clés pour bien comprendre comment fonctionne l'accord entre une viande et un vin. Et là, pour que ce soit plus simple et plus schématique, je vais m'amuser à créer deux échelles que je vais mettre en correspondance, deux graphes, si vous voulez. Donc, je vais mettre en correspondance l'intensité des viandes et l'intensité des vins. Alors, je vous le mets sur le blog Le Vin Pas à Pas, vous avez le schéma. Alors, ça sera beaucoup plus parlant que de vous le détailler comme ça à l'oral, en audio. Juste ce que je mets sur ce schéma, vous verrez. Donc, en face des viandes blanches, je vais plutôt partir soit sur des blancs corsés, soit sur des rouges légers, des rouges sur le fruit par exemple. En face des viandes rouges, qui sont donc un peu plus intenses que les viandes blanches, je vais partir sur des rouges légers, voire des rouges puissants. Et en face des viandes noires, c'est-à-dire du gibier, je vais partir sur des rouges qui vont être en général puissants, charpentés, tanniques. Vous voyez que j'ai mon échelle d'intensité des vins et l'échelle d'intensité des viandes que j'ai dressée sur 3 niveaux. L'échelle d'intensité des viandes, j'ai considéré que les viandes les plus légères, c'était ce qu'on appelait les viandes blanches. Ensuite, j'avais les viandes rouges et ensuite les viandes noires. Donc les viandes blanches, c'est tout ce qui est volaille, les poulets, la dinde, le lapin, le porc aussi en font partie. Les viandes rouges, c'est l'agneau, c'est le canard aussi en fait partie, c'est le bœuf, et les viandes noires, donc le gibier. Donc ça, c'est notre intensité des viandes qu'on met en correspondance avec l'intensité des vins. Alors, si à ce stade du podcast, vous êtes complètement paumé sur mes indications, allez voir vraiment le schéma, parce que c'est beaucoup plus parlant que tout ce que je vous dis, puisque là, on a vraiment un schéma sur lequel je vous ai mis les grandes viandes, en fait, les grands types de viandes, et la correspondance avec les grands types de vins. C'est pour ça que, par exemple, sur un gibier, vous n'allez pas partir sur un blanc corsé, et sur une viande blanche, vous n'allez pas partir, ou en tout cas très difficilement, sur un rouge charpenté et tannique. Vous voyez un petit peu les premiers repères qu'il faut avoir. Deuxième point, donc ça c'est la première chose, respecter l'intensité entre les vins et les viandes. Deuxième point qu'il faut prendre en compte, ça va être la notion de cuisson. Parce que pour l'instant, l'échelle des intensités vous a permis déjà de raisonner, de commencer à réfléchir un petit peu à votre accord viande et vin. Si par exemple vous avez une pièce de bœuf, une viande rouge, vous pouvez partir sur beaucoup de vins différents. On parle de rouge léger ou rouge puissant. Alors lequel vous allez décider, comment vous allez faire votre choix. Donc dans ce cas-là, on peut se pencher sur la notion de cuisson. Parce qu'il faut savoir que l'intensité de votre viande, elle va varier aussi en fonction de son mode de cuisson. Alors, si je prends par exemple une pièce de bœuf grillé, elle va avoir une certaine intensité en bouche quand vous la dégustez. Mais maintenant, vous prenez cette même viande, ce bœuf, et vous allez le cuire de manière lente et prolongée. C'est ce qu'on appelle les cuissons à l'étouffée. Le résultat va être différent déjà en termes de texture, parce que la viande, elle va être beaucoup plus fondante, elle va être plus tendre, et son intensité en termes gustatifs va être aussi moins intense que votre pièce de bœuf grillée. Et pourtant, c'est la même viande à la base, c'est le mode de cuisson qui change. Maintenant, je prends encore ma viande et je prends un cas extrême, je la fais pas cuire du tout, donc c'est les tartares. Alors là, elle va être encore beaucoup plus délicate. C'est-à-dire que, en fonction de l'intensité de la cuisson, vous allez jouer sur l'intensité du plat. Et là, je peux également établir, si vous voulez, une classification des modes de cuisson en fonction de l'intensité finale de la viande. Donc à la base, j'ai les cuissons les plus légères, c'est les cuissons à la vapeur, les viandes pochées, c'est ce qu'on appelle les cuissons sans brunissement. Ensuite, l'autre extrême, j'ai les cuissons avec brunissement, donc tout ce qui est grillé, rôti, tout ce qui est frit. Et entre les deux, j'ai les cuissons mixtes, comme les ragoûts par exemple. Alors les cuissons
avec brunissement, elle est plus forte, c'est ceux qui ont une température élevée, en tout cas au moins au début, mais la viande a subi à un moment une température élevée qui a pu provoquer un brunissement de la viande. Les cuissons, donc les plus légères sans brunissement, ça veut dire que la température est moins élevée, donc vous n'avez pas de brunissement de la surface. Donc typiquement les cuissons qui sont faites dans l'eau, les petits bouillons ou vapeurs. Et les cuissons dont je vous parle, les mixtes, c'est les cuissons combinées. Vous avez un léger brunissement, mais ensuite on poursuit avec une cuisson lente qui va donner son caractère au plat que vous allez déguster. Alors regardez sur le blog, je vous mets là aussi l'échelle des différents modes de cuisson en fonction de l'intensité de la viande au final. Alors vous allez me dire, bon bah super, j'ai différents types de cuisson, maintenant comment je raisonne de manière concrète au moment de choisir le vin? Eh bien c'est simple, je vais simplement voir à quel mode de cuisson j'ai affaire, à quel degré d'intensité, et donc qu'est-ce que ça suppose sur ma viande au final, et donc sur le choix du vin. Et là, pour faire très simple, je vous mets là aussi un schéma. Je vous dis, il faut absolument regarder les schémas sur cet article. Donc si vous écoutez le podcast dans votre voiture ou autre part et que vous n'avez pas le schéma sous les yeux, n'hésitez pas à refaire un tour pour voir le schéma. En gros, ce que vous y voyez, c'est que vous faites un premier choix de votre vin en fonction de la viande. Donc je parlais du bœuf par exemple tout à l'heure. Très bien, une viande rouge qui me fait pencher soit sur un rouge léger, soit sur un rouge puissant. Et là, je peux continuer mon choix de vin en fonction du type de cuisson. Si j'ai une pièce de bœuf grillée, donc le cuisson avec brunissement apporte de l'intensité au mets, je vais partir sur un rouge qui va être puissant, mais si j'ai une cuisson donc qui est beaucoup plus délicate, une cuisson à l'étouffée ou même pas de cuisson du tout dans le cas d'un tartare, là je vais plutôt partir sur un rouge léger qui va être sur le fruit, peu tannique. Voilà, et déjà ces quelques repères, ça vous permet déjà de construire un accord mets-vin. Mais après, vous pouvez aller beaucoup plus loin en regardant en fait l'accompagnement que vous avez, ou les sauces éventuellement, les sauces d'accompagnement. Parce que c'est là où la notion d'arôme va intervenir. Donc c'est essentiel à prendre en compte pour aller plus loin sur l'accord mets-vin, puisque là vous allez marier les arômes du vin et les arômes de la viande, de votre mets de manière générale. Donc si par exemple vous prévoyez de cuisiner donc une poularde de Bresse, donc avec un bel accompagnement sur une sauce à la crème et aux morilles. Alors là, je précise qu'il est 12h40 quand j'enregistre le podcast, alors je commence à avoir assez faim, surtout quand on parle d'accord mets-vin. Donc je vais être le plus précis possible et le plus court possible. Donc l'accompagnement sauce crème et morilles, ça veut dire que je vais pouvoir envisager de faire un accord sur l'arôme de champignons que j'ai dans la sauce. Parce que imaginez si à la base je prends pas du tout en compte l'accompagnement, je parle juste de ma poularde, donc une volaille. Je raisonne avec le graphe des correspondances pour équilibrer l'intensité de la viande et du vin. Je regarde viande blanche et là ça me laisse quelque chose de très générique puisque je peux partir soit sur un blanc corsé, soit sur un rouge léger avec des tanins qui soient pas dominants. Bon. Comment je vais faire mon choix? Si j'ai un accompagnement avec ma sauce crème morille, je vais partir sur un vin qui peut développer ce type d'arôme champignonné, donc on est plutôt sur des arômes dits tertiaires, qui sont typiques des vins évolués. Donc ça va peut-être me faire partir sur un rouge avec des tanins fondus. Alors je peux partir sur un merlot du Bordelais, un Saint-Émilion, un Pomerol qui a fait une dizaine d'années dans votre cave, où là vous allez avoir les tanins qui seront très fondus, et non seulement les tanins seront fondus, mais l'évolution va apporter aussi des arômes de sous-bois, d'humus, de champignons, et donc là on va créer une harmonie en termes d'arômes. Mais vous savez, dans ce cas, l'arôme avec le vin rouge au tanin fondu, un petit peu avec ses nuances tertiaires, c'est pas le seul accord qui va convenir. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait énormément de diversité de toute façon dans les accords mets et vins et qu'il fallait pas hésiter à tester. Mais là, je pourrais partir aussi sur un blanc corsé, mais partir sur un blanc corsé qui va faire un beau mariage avec ces notes tertiaires de champignons qu'on a dans la sauce, ce côté crémeux champignonné. Vous pouvez prendre un chardonnay, un beau chardonnay de Côte-de-Beaune qui a fait un élevage en fût de chêne. L'élevage en fût de chêne va lui apporter du gras, de l'onctuosité et va faire des harmonies sur les arômes de crémeux et les arômes de sauce au morille. Vous prenez un beau meursault, ça peut faire un très bel accord mets-vin. Et là encore, sous l'article du blog sur le vin pas à pas, je vais vous mettre un schéma, alors que j'avais fait à l'époque aussi, quand j'avais fait une publication sur les accords vin et viande. Donc je reprends le schéma, comme ça vous permet d'illustrer tout ce que je viens de dire, et puis peut-être de l'appliquer plus facilement. Voilà. Donc j'espère que ces quelques repères, en tout cas, ça vous donne des clés, des conseils pour mieux faire vos accords vin et viande.
Comme je vous dis, surtout n'ayez pas peur de tester, même je vous encourage à tester. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est clair qu'il y a des règles qui existent, il y a des petites techniques, il y a des repères à avoir en tête, et je pense que c'est essentiel de les avoir pour mieux s'en éloigner, mieux tester d'autres choses et mieux comprendre pourquoi vous allez avoir telle ou telle préférence lors des accords mets-vins. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être allé au bout du podcast, j'espère que vous allez pouvoir appliquer tout cela. Et j'en profite aussi pour vous faire part du lancement, alors il y a déjà quelques semaines maintenant, mais que j'ai lancé sur le site du COAM, la formation du WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, c'est une formation diplômante au vin. Et je l'ai lancée en formation à distance. Alors je le propose aussi en cours présentiel à Paris, mais alors si vous n'êtes pas à Paris, si vous êtes même pas forcément en France, je propose maintenant cette formation diplômante complètement en ligne. Donc c'est-à-dire que vous pouvez suivre les cours sur des modules audio et vidéo que je propose. Donc si vous êtes habitué des podcasts, vous ne serez pas trop dépaysé parce que c'est le même type de formation. Alors bien sûr autour des contraintes qui sont imposées par le WSET, puisque c'est une formation diplômante qui est élaborée de leur part autour d'un cahier des charges qui est très précis, donc on va rester bien sûr dans le cadre de ce diplôme, mais ça peut être une option intéressante pour vous si vous souhaitez obtenir un diplôme dans le vin et que vous n'avez pas la possibilité de suivre des cours, ne serait-ce que parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en termes géographiques, vous n'êtes pas à côté du centre, vous n'êtes pas à côté d'un centre de formation, ou bien parce que vous avez des horaires et un rythme, on va dire, en termes de timing qui vous permet pas de suivre des cours présentiels. Donc c'est une première, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, ces cours à distance en français. Donc voilà, depuis le lancement, c'est vrai que j'ai vu un vrai engouement, donc j'en suis ravi. Et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pour améliorer tout cela. Et moi je vous dis à très bientôt.